j'avais besoin de ça. Ouais, ok. Donc là, il va être temps d'évoquer la question des grands magasins, du système de distribution, de production qui va amener la figure émergente du couturier artiste. Donc on va passer de l'artisan couturier au couturier artiste et donc par extension à la haute couture. Et plus tard, donc non, on n'ira pas jusque dans les années 60-70, mais le styliste. Donc vraiment toutes ces figures qui vont insuffler cette créativité très forte qui va faire passer la mode dans le rang de l'art. Parce que durant la seconde moitié du 19e siècle, on va avoir un contexte très favorable. Il y a le développement des chemins de fer, le développement des teintures chimiques, enfin il y a tout un tas de procédés industriels qui s'améliorent, qui se perfectionnent et ça va avoir une incidence sur ce qu'on consomme. De manière plus générale, on a aussi les travaux, dans Paris notamment, mais pas que. Enfin, on a beaucoup de villes qui vont aussi se développer et les structures qui vont dans ces villes. Donc que ce soit les réseaux de circulation et par extension de distribution. Donc l'intérêt aussi du chemin de fer, c'est pas que uniquement les personnes voyagent. On a aussi les objets qui voyagent, les produits, les matières premières. Donc après le train, c'est surtout pour la population. Pour tout ce qui est matières premières, on va utiliser notamment tout ce qui est réseau fluvial, ça et d'autres moyens, mais ce sont les plus commodes. En France, on a un très très bon réseau fluvial, maritime, etc. On a aussi plus de gens qui vont petit à petit avoir une sorte de croissance dans leur porte-monnaie, c'est-à-dire qu'on va avoir une amélioration aussi des salaires et des conditions de vie. Donc c'est pas non plus extrêmement... tout le monde n'est pas riche, faut pas imaginer ça, mais en tout cas, on a un développement de la masse salariale et des conditions de vie de manière générale. Attention, là je mets beaucoup de guillemets parce que c'est pas non plus ce qu'on appelle la panacée, c'est pas non plus tout n'est pas incroyable non plus. Mais en tout cas, on observe quand même cette augmentation du niveau de vie. Et par extension, donc augmentation du niveau de vie, et on parlait aussi de la définition d'une classe moyenne avec différentes strates dans la bourgeoisie. Mais voilà, on a de plus en plus de personnes qui vont avoir les moyens d'essayer de devenir des personnes propres à la bourgeoisie ou à la classe moyenne. Et ces personnes-là vont fréquenter des lieux qui sont en lien avec leur statut social, pour s'amuser ou autre, etc., mais aussi pour leurs achats. Et c'est en ce sens que les grands magasins vont avoir un rôle fondamental dans le développement aussi de la mode. Parce que ça va déjà donner des habitudes de consommation. On va se promener au magasin, on va flâner au grand magasin, peu importe qui on est. C'est-à-dire que le grand magasin va être accessible à beaucoup plus de gens, même si on sait que les gens n'achètent pas forcément, mais c'est un lieu où tout le monde va. C'est la promenade du dimanche, on va au magasin. Et parmi les figures phares de la clientèle, c'est la femme. La femme va être vraiment la cible privilégiée des entrepreneurs, des couturiers, parce qu'on sait très bien que c'est elle qui va décider les dépenses, notamment du foyer, mais aussi des dépenses pour elle. Faut pas oublier qu'une femme de la bourgeoisie n'a pas énormément d'activités professionnelles à côté. Elle fait beaucoup de choses, mais globalement, elle a beaucoup de temps aussi pour elle et elle achète. Elle fait des emplettes. Et c'est elle qui va un petit peu guider le style de la maison, le style du foyer, et ça passe aussi par elle, comment elle se montre en société. Alors les produits, comment on les distribue ? En fonction des
des lieux où on est, mais il y a aussi le fait que vous avez, en fonction du statut social, on va avoir plusieurs moyens d'acheter des choses. Là, je vous ai mis une petite image pour vous dire qu'il y a, il y a les grands magasins, mais on a aussi des petits métiers dans la rue. Donc pour dire que le textile, on le retrouve partout en fait. On a des marchands ambulants qui se posent avec leurs petites charrettes, parfois qui se promènent avec des... aussi, en fonction du produit, mais en tout cas, il faut imaginer que dans les villes, on a des lieux où on achète les choses, différentes tailles de boutiques, et on a aussi, dans la rue, de quoi acheter un peu de textile. Par contre, c'est pas forcément de la soie ou autre, on a... il y a un petit peu de tout dans ces sortes de petits établis. Là, c'est pour vous montrer une photographie qui justement montre l'intérieur de ce type de boutique où on a les commerçants, les vendeurs qui montrent aux clientes les types de tissus parce qu'elles peuvent faire elles-mêmes, elles peuvent commander les matières et faire, elles peuvent commander des modèles déjà préétablis et ajouter des éléments qui les intéressent. Voilà, il y a un large spectre de possibilités. Et de la même manière qu'on a les petits établis dans la rue, on a aussi des boutiques. Et avant le grand magasin, la boutique est un lieu pour l'élite. C'est-à-dire que les personnes qui font partie de la classe moyenne ne vont pas forcément dans les boutiques parce que ce n'est pas le lieu pour elles. Ça ne correspond pas à leurs conditions sociales, on leur parle même pas en fait si elles rentrent dans la boutique. Et ça, le grand magasin va casser ces codes-là. Mais par contre, pour arriver au grand magasin, il y a une évolution. C'est pas bim, le magasin apparaît comme par magie. À l'origine, un grand magasin, c'est l'évolution d'une boutique, justement, d'une boutique de nouveautés. Donc une boutique, en général, c'est un lieu pour l'élite. Les prix ne sont pas toujours affichés. C'est très souvent la tête du client. On n'a pas vraiment le droit de toucher aux matières, sauf si c'est le vendeur qui présente. Donc il n'y a pas cette faculté cette possibilité de se promener dans le rayon et dire ah tiens, ça j'aime bien. Non, il faut que un vendeur passe vous montrer en fait en gros qu'il s'occupe de vous. Donc c'est pour ça que c'est rédhibitoire pour de nombreuses personnes des couches inférieures de la société. Parce qu'en fait, elles savent très bien qu'elles n'auront pas le droit d'y toucher, elles ne pourront même pas s'offrir ce genre de textile. Donc, c'est réservé à une certaine population. Puis, on va avoir l'observation des hommes et des femmes d'affaires. J'insiste sur ça parce qu'on a tendance à mettre en avant le rôle des hommes entrepreneurs, mais on a aussi les épouses ou les veuves qui sont également d'excellentes entrepreneurs, si on peut dire ça comme ça. Et là, je vous ai mis les grands magasins du Louvre, mais on a le Bon Marché, on a la Samaritaine, on a vraiment ces boutiques, les Galeries Lafayette également. Les personnes qui vont investir dans des boutiques vont essayer de prendre de plus en plus d'espace, de place pour faire entrer plus de monde dans la boutique. Quitte à casser justement cet effet, il faut forcément un vendeur pour chaque cliente. Là, il y a des vendeurs pour les clientes, mais il y a aussi la possibilité de voir et de toucher les matériaux. Et ça va être quelque chose d'incroyable pour la mode. Pour les personnes qui ont envie de créer et pour distribuer les produits également. Ça va insuffler l'envie de mode en permanence. Et de la même manière qu'on va avoir du coup une accessibilité plus forte pour la population, donc ça va accroître le désir de la population de devenir des personnalités qui s'habillent bien, etc. De la même manière, on va avoir des artisans couturiers qui vont devenir couturiers artistes et qui vont uniquement s'adresser à l'élite
pour conserver justement cet effet un peu boutique de l'élite et de dire, bah voilà, moi je vous propose mon art et le reste c'est au grand magasin. Donc on va avoir ces deux systèmes de distribution et de production qui vont incarner ce que notre société va devenir. Donc c'est pour ça que souvent quand on parle de grands magasins, on parle de temple de la consommation moderne. C'est parce que c'était complètement inédit en son temps de se dire que n'importe qui peut rentrer dans un grand magasin, regarder les choses qui peuvent plaire. Et aussi distribution, parce que on a les moyens de faire amener, de livrer, d'apporter les commandes aux personnes. C'est-à-dire qu'on fait ses courses, mais on ne va pas se trimballer avec tous les sacs, avec toutes les marchandises, parce qu'au début, il n'y a que les vêtements, mais par la suite, dans les grands magasins, vous aurez de tout. Vous aurez les meubles aussi, des tapis. Donc on ne va pas se trimballer avec tout ça sur soi, surtout une dame en fonction de son rang, elle ne va pas avoir des sacs avec elle. On n'est pas là-dedans du tout, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc on va livrer. Et ce système de livraison, il est local, il est propre à Paris, mais pas que. Les grands magasins parisiens, avant d'ouvrir des extensions en province ou autre, ils vont livrer aussi en province. Il y a le train, il y a le bateau, donc c'est très pratique. Donc on envoie en amont des catalogues aussi. Donc on peut commander par catalogue. Tout est fait pour que l'acte d'achat se passe. Et pour faciliter aussi l'achat en lui-même, parce que voilà, on peut commander par voie postale, on est livré, on peut aller sur place, on peut se faire livrer les commandes, tout ce qu'on a acheté. Et si on n'est pas content, si on se dit, tiens, finalement, j'en veux pas, on a le droit de rendre, on a le droit de faire retourner l'article. Ça, avant, c'était pas très bien vu. Avec les grands magasins, pas de problème. Donc ça va encourager l'acte d'achat, parce qu'on se dit, si ça me plaît pas, je peux le rendre. Alors qu'avant, il y avait une pression qui était faite, il fallait être sûr d'avoir besoin de la chose. Il fallait être sûr d'avoir besoin du tissu, des rubans. Là non, on peut les rendre si ça va pas. Et comme ça touche un petit peu tout le monde, en plus on a les soldes qui se mettent vraiment en place, on a l'occasion aussi. Là je vous ai mis une photographie des années, on est dans les années 14-15 je crois de mémoire. On a aussi des produits qui sont pour l'élite et des produits qui sont pour la clientèle qui ne fait pas forcément partie de l'élite sociale. Donc il y a une hiérarchie des tarifs et donc de la qualité des produits, ça va de soi. Et le public adhère complètement, surtout les femmes. Il faut imaginer que les femmes à ce moment-là peuvent avoir accès à énormément de choses, des matières qui peuvent être très très belles. En plus, il y a l'industrialisation, des teintures chimiques qui rendent les produits de plus en plus accessibles. Donc toutes ces évolutions-là vont marquer l'histoire de la mode. Pour les grands magasins, est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut revoir avant qu'on passe au XXe siècle ? Ok. XXe siècle, ça rime avec la haute couture. C'est
le début des grands noms, on a Chanel, on a Dior, Schiaparelli, etc. De nouveau, c'est des noms qui n'apparaissent pas comme par magie, c'est un contexte qui est très 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 favorable et il y a eu tout un travail qui a été fait en amont. Donc je reviens sur Bertin et on va voir une autre figure qui va être très 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 très, très importante. Donc un des noms à retenir de la même manière que Rose Bertin, c'est Frederick Worth. Là, vous avez une photo de Worth. Et donc Worth est quelqu'un qui est un peu comme Bertin, mais puissance 1000. Worth va proposer vraiment des choses. Il va vraiment proposer des alternatives aux clientes et va être force de proposition. Parce qu'on a eu Bertin avec la reine et le système monarchique a continué un temps. De nouveau, on a eu un empire avec Napoléon Ier. On a eu aussi un régime monarchique. Et après, on va avoir le Second Empire. Donc, finalement, la Révolution va amener un temps une république, mais celle-ci va revenir en force après 1870. Donc, jusque-là, on a toujours un régime monarchique qui va définir finalement les comportements propres à la cour. Et donc, le vêtement. Et il n'y a pas vraiment d'innovation. Hein. Quand on regarde tout ce qu'on a vu, y avait la mode, donc elle suivait la mode romantique, la mode de l'Antiquité, etc. Mais il n'y avait pas cet esprit de création artistique comme on va avoir avec Worth. Et Worth donc, est anglais à l'origine. Il va ouvrir une boutique au niveau de la rue de la Paix. Et à l'origine, c'est quelqu'un qui va demander à sa femme de porter les vêtements pour les présenter, donc des modèles simples, pour les présenter aux clients. Parce que lui, à l'origine, il fait des robes pour sa femme, il les vend. Il travaille notamment chez Gagelin, qui est une maison de couture qui fait notamment des tenues vendues dans les grands magasins, etc. Et dans sa boutique surtout. Gagelin est un nom très très réputé en son temps à Paris. Donc lui, il travaille chez Gagelin. Il fait des robes pour sa femme, il ouvre ensuite sa boutique et il présente des modèles sur sa femme. Les clientes aiment beaucoup et lui, il va petit à petit adopter une attitude d'artiste. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller plus loin que Bertin. Il va dire non, ça vous va pas. Laissez-moi faire, je vous fais une tenue. Elle sera unique, elle correspondra à votre beauté, à vous, voilà. Et ça va plaire incroyablement aux femmes. Et Worth va faire de véritables compositions de mode. Il va insuffler une créativité qu'on avait rarement vue jusque-là. Et cette créativité va marquer des autres créateurs, les futurs créateurs. Un truc tout bête, Paul Poiret a travaillé chez Worth. Il a commencé chez Worth, donc on a une transmission d'une manière de travailler et aussi un besoin de créativité qui va être transmis comme ça. Donc Worth va se positionner comme artiste, il va vraiment se présenter comme ça, et voilà, je suis un artiste. Donc on passe de l'artisan couturier au couturier artiste. Et là, ça va être vraiment l'émergence de la haute couture. Hein. Donc on va avoir des créations pour une clientèle qui va être présentée à travers différents types de défilés. Après, vous entendrez peut-être que Worth a inventé les défilés. C'est pas exactement ça. C'est un défilé comme on l'entend avec un grand D. Hein. C'est vraiment invitation de la presse avec démonstration de toutes les tenues qui correspondent à l'époque à une saison, quoi. Et là, on est plus c'est plus les Américains qui ont inventé un peu le principe de défilé. Parce que le principe de montrer sur quelqu'un les vêtements, on connaît depuis un certain temps. Avant, on le faisait même sur des poupées. On mettait en vitrine des poupées, on mettait des petits modèles de qu'est-ce qu'on était capable de faire pour
pour les personnes qui passaient devant la boutique et quand on ne pouvait pas, on mettait sur des catalogues. Et là, comme Worth, il montrait sur sa femme les modèles qu'il était capable de faire. Donc, mais voilà, de nouveau, je ne parle pas du défilé où c'est sur invitation de la presse, etc. En gros, une présentation officielle d'une collection, si on peut dire ça comme ça. Et Worth va être, avec son attitude d'artiste, il va vraiment être très très entreprenant à ce niveau-là. Il va savoir aussi comment vendre aussi à l'étranger, Russie, aux USA. Et ensuite, il va vraiment être très recherché. Donc, il va signer ses créations. Donc, on va avoir l'étiquette à l'intérieur où c'est indiqué Worth. Il va également vendre des dessins, des idées de modèles qu'il va vendre. Et on en retrouve aux États-Unis. Rien que quand on regarde sur le site du Metropolitan Museum, vous tapez Worth, il y a des créations de lui dessinées. Et à partir de ce moment-là, donc Worth va sensibiliser les autres créateurs à cette notion d'artiste et ils vont faire de même. C'est-à-dire que Poiret va créer sa boutique par la suite. Et même Gagelin qui avait recruté Worth à l'origine, il va dire « Ah tiens, c'est pas bête ce qu'il fait ». Donc on est au début d'une oligarchie, donc en gros des grands noms, voire des familles dans certains cas, mais des noms. En gros, la couture, ça appartiendra à des créateurs, des artistes qui signent de leur nom. D'autres créations de Worth pour vous montrer un petit peu la créativité, le goût du motif, le goût de la structure, du matériau. Et c'était un très très grand stratège, parce que Worth se présentait comme un artiste, il jouait le rôle de l'artiste, dans sa manière un peu parfois exubérante de dire les choses, et aussi par rapport aux matériaux utilisés. Worth, à un moment donné, va remettre au goût du jour la soie. La soie était détestée par l'impératrice Eugénie. Donc on est en plein Second Empire, l'empereur essaye d'un petit peu de valoriser, donc Napoléon III, il essaye de valoriser les productions françaises, notamment la soie qui est à Lyon. Donc il y a toujours cette ambition de développer les soieries lyonnaises, notamment les ateliers des Canutes. Sauf que l'impératrice Eugénie, elle a horreur de la soie, elle trouve que ça fait meuble. Ça fait tapisserie de meubles. Et le but de Worth, c'est d'utiliser la soie, parce qu'il y a des contacts. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à croiser à un moment donné l'empereur, donc il va, au détour de différents... en gros, grâce au réseau qu'il a pu mettre en place, il va réussir à habiller des dames de la cour, et un jour, il va pouvoir passer au palais, et il va croiser l'empereur, et il va réussir à lui dire « Majesté, ce serait bon pour l'économie de remettre en avant l'industrie de la soie et ça irait bien à l'impératrice. » En gros, sous-entendu, essayer de motiver l'impératrice pour qu'elle porte de la soie. Parce que si l'impératrice porte de la soie, tout le monde voudra en porter. Et à partir de ce moment-là, l'empereur, qui a cette problématique effectivement de revaloriser les industries françaises, il va faire comprendre à sa femme que ce serait bien pour le pays qu'elle emporte de la soie de Lyon. Donc, ce qui arrange Worth parce qu'il a des très bons contacts avec les soieries lyonnaises. Donc, il a à petit prix des soieries qu'il utilise pour ses robes. Et en plus, comme il y a l'aval du couple impérial, l'impératrice reporte de la soie, et on est dans une configuration idéale pour Worth qui peut vendre de la soie à ses clientes. Et de nouveau, lui, ça l'arrange parce que c'est lui qui décide. Si un tel lui dit « Ah, moi, je ferais bien du lin », non, il vous faut de la soie. Vous êtes une femme, nanana, donc il vous faut telle couleur, il vous faut ci, il vous faut ça. Parce que ça sert à ça, le fait de se positionner comme un artiste. Moi, je sais ce qui est mieux pour vous. Donc, ça va être le but de Worth. Et à côté de ça,
on a les accessoires et l'industrie de luxe qui va aussi se développer. Donc on en a plein, hein. On a comment ça s'appelle, les accessoires type les malles Louis Vuitton, enfin tout ce qui aide à justement transporter quand on voyage ou autre, quand on voyage, peu importe. Mais on va également avoir une très belle industrie du bijou. Donc là, on va d'abord être avec du bijou constitué de matières précieuses, hein. Je voulais vous montrer ce type de bijoux pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Donc on a d'abord d'incroyables bijoux, des broches, des compositions florales. On a vraiment des créateurs, des artistes qui vont, comme pour les artistes couturiers, ils vont vouloir créer des œuvres d'art avec les pierres précieuses. Et je vous ai dit, hein, c'est l'avènement des maisons de luxe, donc notamment Tiffany, très connue et qui était déjà implantée comme Cartier, Place Vendôme. Enfin, Tiffany, pas encore Place Vendôme, hein, de mémoire, mais en tout cas, Tiffany était très très implantée à Paris, en tout cas. Niveau robe, niveau style, la tournure disparaît. Le début du XXe siècle, on a encore le corset, hein, donc il y a encore ce contrôle du corps, le contrôle du corps de la femme, quoique les hommes peuvent porter des corsets, hein. Les dandys portent des corsets. Parce qu'il y a cette notion d'élégance et de maintien de la ligne, et aussi par rapport parfois au poids. Enfin, certains hommes aimaient aussi porter le corset. Mais la norme est plus chez la femme, dans cette notion de contrôle du corps et du maintien. Sauf que la tournure, donc cet élément qui est situé à l'arrière, qui fait office de soit de le fameux cul de Paris, le faux cul, l'écrevisse, etc., ça disparaît au profit d'une taille qu'on veut en S. Donc c'est vraiment la cambrure avec le corset qui va amplifier ça, mais pas la tournure. Donc, il va y avoir un allègement de la forme du jupon, enfin des jupes. Le smoking est très présent pour les hommes, avec la mode édouardienne, donc la mode anglaise est très présente. Monsieur à sa canne, son chapeau, ses gants, enfin voilà. On est vraiment sur cette dynamique-là. Le blanc édouardien aussi dans les bijoux. Il y a eu cette tendance du smoking noir avec les bijoux en diamant. Donc Cartier va énormément travailler sur le diamant. Et en plus, Cartier, entreprise très, très stratégique, ils ont réussi à implanter un comptoir commercial à Londres. Et via ce comptoir commercial, ils ont pu avoir accès aux matières premières exportées des colonies anglaises, donc notamment via l'Inde, certaines pierres précieuses. Donc le diamant étant très difficile à trouver jusque les années... Alors la découverte d'une mine de diamant, c'était de mémoire 1867, en même temps que l'exposition universelle. Jusque-là, le diamant est dur à trouver, hein. Après, c'est plus simple, mais Cartier a su très vite s'implanter à Londres pour bénéficier des importations de matières précieuses indiennes. Pour la mode, les choses vont se structurer. Donc, Soworth, dans les années 1860, fin des années 1860, donc juste à la fin du Second Empire, les couturiers vont se réunir en chambre syndicale pour se soutenir les uns les autres, parce qu'en plus, il y a des copies, donc ils essaient de faire attention. Cette chambre syndicale, donc il y a chambre syndicale pour les hommes, enfin pour les tenues masculines, chambre syndicale pour les femmes. Ces chambres syndicales mélangent la couture, la confection. Donc quand on parle de confection, c'est vraiment toutes les productions, on va dire, semi-industrialisées, voire industrialisées. Donc tout le monde est mélangé. À partir de 1910, la couture et la confection se séparent.
Donc c'est-à-dire qu'il y a une chambre syndicale pour la couture et une chambre syndicale pour la confection, donc pour les petits travaux. C'est important parce que ça va amener la création de la haute couture. Donc on va distinguer les deux. On va distinguer qu'est-ce qu'on confectionne, le produit courant, et de l'autre côté, la création. Et Poiret, donc Paul Poiret, va organiser la première réunion de cette chambre syndicale de la couture. Et à cette occasion, il va inviter, donc là vous avez justement à droite, Lucy Christina Duff Gordon, qui était en fait une star de la mode américaine. Et c'est elle, je vous ai évoqué plutôt les défilés, c'est elle qui va créer le principe de défilé, qui va mettre en place le principe de on invite la presse, on montre la collection, la nouvelle collection sur des modèles avec vraiment présentation, on marche, on montre. C'est elle qui est à l'origine de ça. Bon. Elle, en gros, fait l'aller-retour en permanence entre la France et les États-Unis. Donc elle prend les paquebots. On a évoqué plutôt le développement des transports, notamment transport maritime. Elle va prendre très fréquemment le bateau et pour la petite anecdote, elle fera partie des rescapés du Titanic. Et ça me permet de faire une petite parenthèse. Le Titanic, ces voyages-là, ces paquebots, permettaient de faire justement le voyage entre la France et les États-Unis, donc soit les créateurs, créatrices, soit les clientes. Beaucoup de jeunes américaines venaient à Paris pour avoir la mode parisienne. Et Lucy Christina Duff Gordon donc, était dans le voyage du Titanic. Donc, elle s'en est sortie. D'ailleurs, ça a été elle a eu un procès parce qu'on l'a accusée d'avoir fait partie des personnes qui ont soudoyé pour avoir une barque quasiment vide. Donc, bon, le procès l'innocente. On sait avec le recul comment a été géré malheureusement comment a été géré les canaux de sauvetage, mais en tout cas, elle fait partie des survivantes du Titanic. Poiret, donc lui, il va être très très impliqué sur la scène parisienne. Il va aussi inventer les diversifications, donc notamment le parfum de couturier. Avant, il n'y a que les parfumeurs qui font des parfums. Poiret va faire Rosine. C'est impensable à l'époque. Et ces diversifications vont faire partie du business de nombreux créateurs. Tout de suite, ils vont penser à ça. Bon, certains, ça va être à leur dépens. À une époque, Dior va tellement faire de diversification, va tellement augmenter les griffes, les licences, que ça va notamment être très très problématique pour l'image de marque. Mais ils vont s'en sortir. Enfin, ils vont sortir de ça. Mais au début, les diversifications, on peut signer un parfum, on peut signer une production, pourquoi pas d'ombrelles, de bas, enfin peu importe, mais en tout cas, on va avoir ces diversifications. Poiret va aussi beaucoup marquer son temps parce qu'il va retirer le corset. Il va essayer un peu de libérer le corps féminin. Ça va être suivi par d'autres, comme les sœurs Callot et d'autres créateurs et créatrices. Donc il va essayer un petit peu de libérer et de mettre la taille un peu plus haute. Comme la taille... la taille du Premier Empire. On retrouve un petit peu ça. Donc l'idée étant vraiment de faire la taille haute, la taille colonne en fait. Donc on a plusieurs types d'ensembles. Donc là on sent cet aspect de création, voilà, ce que j'évoquais plutôt avec la créativité de Worth. L'envie que l'art imprègne la mode et que la mode devienne vraiment, que la couture devienne un art à part entière. Et ça devient un produit de luxe à ce moment-là.
Enfin, ça a été déjà avant, mais là, on est vraiment sur à la fois le luxe et l'art. Le chapeau également, très apprécié, élément constitutif de la toilette. Parfois un peu too much, un peu trop grand. Ce qui va faire que vous aurez des lieux, des établissements où les chapeaux sont interdits. Parce qu'en fait, ça prenait tellement de place. Enfin, avant, on avait des crinolines qui pouvaient prendre 4 mètres de diamètre. Là, c'est les chapeaux qui peuvent être extrêmement imposants. Donc pour ça, là, je vous ai mis quelques images. Et dans certains lieux, c'était interdit parce que on voyait rien, en fait. Donc pour ça, vous pouvez retrouver parfois des caricatures de ça, ou dans certaines scènes des films de Charlie Chaplin, quand il va au théâtre, pareil, il joue avec les chapeaux parce qu'il voit rien. Donc certains lieux interdisaient carrément le port du chapeau pour les dames. Les bijoux connaissent aussi une évolution stylistique au fur et à mesure avec de la même manière l'art, c'est-à-dire qu'en fonction des découvertes ou des tendances, on va avoir des cultures qui vont imprégner les bijoux. Là, c'est pour ça que je vous ai mis 2 exemples de quartiers on est passé de la mode édouardienne à, là, on a une broche typique de la culture égyptienne. Et on se dit, mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on avait découvert le tombeau de Toutankhamon. Donc cette découverte archéologique a donné envie, une sorte de résurgence de la culture égyptienne. Mais au goût du jour, bien sûr. Pareil, les années 1920, c'est les colonies, la France a plusieurs colonies, l'Europe occidentale a ses colonies. Et il y a forcément ces cultures aussi étrangères qui fascinent l'Occident. Donc notamment la Chine, qui est vue comme une colonie. Et donc, par rapport à l'Angleterre, il y avait des liens assez conflictuels d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était une culture qui fascinait l'Occident. Donc l'industrie de la mode fonctionne très bien. En plus, elle est très compétitive, mais la France domine. La France, niveau clientèle, va très très bien. Les États-Unis sont les premiers clients. Donc j'évoquais plutôt entre le Titanic et les autres paquebots qui faisaient le voyage outre-Atlantique. On a énormément de clientes qui viennent des États-Unis. Après, on a aussi l'Angleterre, l'Argentine. Donc on a beaucoup ces pays sont de très grands clients de la France. D'ailleurs, pour ça aussi, je vous ai mis comme il y a beaucoup de demandes, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc Paris est très attractive pour les petites mains, pour le marché de la confection, parce que le créateur fait appel évidemment à des petites mains pour travailler. Il ne peut pas produire autant de tenues dans des temps records sans l'aide de personnes. Donc on a des couturières, des artisans qui vont travailler à proximité dans le monde de la couture. Mais en 1929, on va avoir le krach boursier. Et ce krach boursier déjà va avoir une incidence sur la fortune des clients et des clientes des Français. Donc beaucoup de personnes sont ruinées. On a des télégrammes, parce que comme je vous disais plus tôt, on a des jeunes filles qui viennent à Paris faire leurs emplettes. On a des télégrammes de pères, de familles qui disent rentre à la maison tout de suite, nous sommes ruinés. Donc beaucoup de jeunes femmes issues de cette aristocratie américaine, de cette bourgeoisie américaine, rentrent et laissent leurs commandes en stand-by.
Donc financièrement, pour les maisons de couture, ça va être un petit peu dur à ce moment-là. Et après ça, les États-Unis vont imposer avec des droits de douane. Et ça, on va passer de quasiment rien à 90% de taxation. Donc ça a une incidence folle sur la production des ateliers français qui vont du coup licencier en masse tout le monde. Parce que à l'époque, c'était très 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 simple de licencier, c'était très facile. Et donc 90%, faut imaginer que les ateliers, notamment même quelqu'un comme Chanel qui avait commencé, elle a dû licencier tout le monde. Elle n'avait plus du tout les moyens de garder ses équipes. Et c'était très simple à l'époque. Jusqu'en 1936. 1936, c'est une grève nationale, un mouvement social pacifiste qui va amener de nombreuses choses, notamment les congés payés, le fait que ce ne soit pas aussi simple de renvoyer les personnes, l'augmentation aussi des salaires, en tout cas la sécurité de l'emploi. Cette grève de 1936 va apporter aussi beaucoup de droits pour ces personnes-là. Donc là, je vous ai mis d'ailleurs la grève de 1936. Je crois que c'est au Bon Marché, celle-là. Parce que n'oubliez jamais que c'est une industrie. La haute couture est luxueuse, elle est créative, il y a un savoir-faire. Ça, on ne revient pas dessus, c'est établi, c'est normal. Par contre, n'oublions jamais que c'est une industrie. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces fabriques. La Patou, notamment, avait 3 immeubles, une trentaine de cabines d'essayage, une centaine de vendeuses. C'est pas la petite boutique, la petite boutique. Et le monde de la couture va aussi changer dans son fonctionnement. C'est-à-dire que entre les défilés, donc on va présenter les collections une fois par an, on va inviter la presse, mais comme on a l'amélioration, notamment, il y a des personnes qui viennent faire des dessins, ils viennent copier potentiellement. Donc on va devoir un petit peu réglementer tout ça. Il y a aussi les photos. De plus en plus, les photos sont... la technologie de la photographie, elle est très présente. Donc, on va avoir une volonté de protéger les modèles, de breveter un peu tout ça. Donc, les modèles, ok, on peut les faire. Par contre, pas de photos, ça implique de savoir dessiner. Et après, les personnes rentrent aux États-Unis. D'ailleurs, c'était le marché le plus attentif à ça. Mais en gros, les personnes viennent, ils reproduisent les modèles à la main. Et ils savent très bien que ça va être reproduit dans les usines aux États-Unis pour être vendu dans les grands magasins. Voilà, là, c'est pour vous montrer les couturières qui travaillent. Bon, par contre, je ne sais plus quelle est la maison, mais ce sont les aides des couturiers et des couturières. Donc là, l'essayage, avant le défilé, avant la démonstration publique de la collection. Et là, donc, démonstration privée. Donc, on a là toujours la clientèle exclusive qui va être, à qui on va montrer les modèles et celle qui est vraiment publique, destinée à la presse. Et là, on va avoir donc cette première moitié du XXe siècle, on va avoir ces premiers tâtonnements, comment protéger les modèles, comment faire attention à protéger ce savoir-faire français. En 1943, on va vraiment mettre un mot sur ça. On va définir la haute couture. Le mot
est placé. Il est fait. Et en gros, la haute couture, c'est quand on fait partie du calendrier officiel parisien. Là, on est un grand couturier. Donc déjà, calendrier officiel, donc calendrier des défilés, et parisien, attachement à un lieu. Ça a une importance. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, la mode parisienne a failli, enfin la haute couture, donc les bribes de ce qui était, c'était même en cours là, ils essayaient de lutter contre ça. Il faut imaginer que pendant la Seconde Guerre, les Allemands, enfin du coup le régime nazi, a voulu déplacer la capitale de la mode de Paris vers Berlin. En gros, ils voulaient réinsuffler quelque chose de plus moral. Ils voulaient que la mode redevienne quelque chose de pur, si on peut dire ça comme ça. Sauf que les créateurs français se sont dit « Oula, non, hors de question ». Non, la haute couture est française, elle doit rester parisienne. Donc, ils vont tout faire pour garder à Paris la haute couture. Et en ça, ils vont briller d'intelligence. Ils vont jouer sur les clichés de l'administration française, qui est en gros de dire « Ah, mais c'est long l'administration. Hein. Ouais. On a perdu des papiers. C'est très long. On peut pas, on attend des documents. » Donc, ils ont temporisé à mort jusqu'à la fin de la guerre. Et grâce à ça, la haute couture est restée parisienne. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des décrets qui ont vraiment défini ce qu'était la haute couture. Ils l'ont implanté à Paris. Donc, c'est pour ça que c'est important. Hein. Calendrier officiel parisien. La mode est à Paris. Et ensuite, faire partie de ce secteur que la haute couture, il y a un intérêt parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de rationnement. En gros, les tissus deviennent rares, c'est très très compliqué jusque dans les années quasiment 50. C'est compliqué d'avoir des matières premières pour travailler. Et donc, si on fait partie du secteur de la haute couture, on a le droit à des tickets et donc on a le droit à des matières premières. Si on n'en fait pas partie, on n'a rien. Donc pour les créateurs, que ce soit, Chanel à ce moment-là, elle était en pause, mais les autres créateurs en tout cas, Dior qui va se positionner petit à petit, et Balenciaga aussi, enfin pour ces personnes-là, l'idée c'est de se dire bon, il faut réussir à créer, mais en ayant quand même des tissus. Donc c'est pour ça, on est passé de quelque chose de pas très très bien établi, on a des noms, on a des références, mais vraiment des définitions claires, on n'en avait pas. Et en tout cas, on s'habillait sur mesure, ça c'est sûr. Et chacun va petit à petit imposer sa vision de la mode. Chanel avec la robe noire, Dior avec New Look, Balenciaga avec sa manière de faire des robes, de la sculpture. Enfin, chacun va avoir sa vision de ce qu'est la mode en tant qu'art. Et à côté de ça, voilà, par rapport aux bijoux, il y a une mode que je trouve intéressante parce que ça met en avant le fait qu'il y a des tissus, il y a une préciosité des matériaux, mais aussi l'envie de montrer de la créativité coûte que coûte. Par exemple, les vrais bijoux en toque de Chanel. C'est de la pâte de verre. On sort du diamant, on sort des matières précieuses. Bon, on en consomme encore à côté, faut pas. Voilà, c'est un investissement le diamant. Mais on va vraiment mettre en avant la mode, la créativité, peu importe les matériaux. Bon, comme la pâte de verre, par exemple. Donc Chanel a donné cette insufflation aux bijoux en toque. Et ça va être suivi, donc en plus il y a la mode hollywoodienne. On va adorer les bijoux de type historique qui vont être diffusés par les films et avec des icônes, des grandes stars hollywoodiennes qui vont incarner tout ça. Et le strass aussi, même jusque dans les années 50, des années 60. On va voir ce goût du brillant, du strass. Même si le strass a été inventé au XVIIIe siècle, le strass est très apprécié comme la verroterie via les années 30 avec Chanel, les faux bijoux en toque. Et de nouveau, Dior va reprendre la même chose.
Parce que globalement, ce qui va plaire, c'est comment on peut attirer l'attention. Et que ce soit la petite robe noire avec beaucoup de bijoux, ou une structure dans le vêtement, ou le cocktail jewelry qui va être très très mis en avant notamment par Marilyn Monroe, on a ce désir de faire attirer sur soi le regard, sans pour autant avoir la préciosité des matériaux. C'est la structure, la manière dont on va couper les vêtements, les couleurs, enfin ce sont tous ces éléments-là qui vont montrer les différentes attentes des classes sociales. Est-ce que vous avez des